Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à ceux et à celles qui nous suivent en ligne. Merci d'assister à cette rencontre. Alors, l'IREMO organise pas mal de rencontres autour d'Israël-Palestine, autour du génocide à Gaza. On a pensé que ce serait bien de consacrer une rencontre entière pour analyser un mythe qui, pour nous, pour Yael aussi, vraiment influence de manière très importante sur la situation actuelle, surtout sur le soutien quasi inconditionnel à l'État d'Israël pendant ce temps de génocide. Et ce mythe que vous connaissez bien sûr, c'est que Israël est non seulement est la seule démocratie au Moyen-Orient. Donc, on va pas analyser le fait que c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, on va analyser plutôt le régime israélien et sa définition en tant que démocratie. Pourquoi c'est si important de comprendre ça? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que le gouvernement israélien, l'État israélien insiste souvent sur le caractère démocratique de l'État, a comme objectif d'obtenir la légitimité de la communauté internationale, surtout des États occidentaux. Et on voit à quel point cette légitimité se traduit par un soutien sans limite, un soutien à la fois matériel et symbolique, qui arrive aussi à cacher, masquer tous les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre qu'Israël est en train de commettre. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces définitions, mais surtout l'usage de ces définitions par le gouvernement israélien, par les dirigeants israéliens, par l'État d'Israël, mais depuis la fondation de l'État, c'est vraiment le cas. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi Israël insiste autant sur ces définitions, comment ils insistent, mais surtout quelles sont les preuves pour montrer qu'il s'agit d'une simple illusion. Donc, c'est vraiment le titre de cette rencontre. Et je suis très heureuse de pouvoir écouter donc Yael Lerer à ce sujet, qui est franco-israélienne, ancienne porte-parole du parti palestinien Balad et fondatrice des éditions Andalous. Tu es spécialisée dans la traduction en hébreu de la littérature arabe et tu as été aussi candidate du nouveau Front populaire dans la conscience des Français établis hors de France, ce qui inclut aussi Israël et les territoires aussi palestiniens. Peut-être tu pourras en parler tout à l'heure. Peut-être après, mais oui. c'est juste qu'il il m'en manquait 339 voix. Ouais. Alors, c'est ça qui est le plus important de cette histoire. Pour faire tomber. Oui. Et donc, tu as environ 30 minutes et après, on pourra faire une discussion avec la salle pour avoir vos questions, vos remarques, etc. Donc, je t'en prie. Bonjour à tout le monde et merci pour m'inviter. Je suis vraiment très, très heureuse d'y être. Et c'est une occasion importante de discuter. Alors, moi, en fait, quand on me pose des questions maintenant sur Israël et Palestine, et j'imagine que vous allez me poser après, genre les solutions, sionisme, colonialisme, et toutes ces discussions-là qui ne terminent pas, je dis tout ça, ça m'intéresse pas. Il y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est comment on arrête les atrocités à Gaza. Comment on arrête les carnages à Gaza, comment on arrête les agressions d'Israël aussi, Cisjordanie, comment on arrête ce qu'ils en font en Israël même contre les citoyens juifs et arabes, parce qu'on travaille aussi contre, c'est ça qui m'intéresse, comment on l'arrête. Alors, parce que ça m'intéresse, et en octobre, je pense qu'il doit être signé aussi, on a initié un appel pour pression internationale réelle sur Israël. On a fait signer presque 4000 citoyens israéliens, un tiers qui habitent à l'étranger et 2 tiers en Israël, y compris, je pense j'imagine qu'entre les personnes qui habitent en Israël, on est 200 franco-israéliens et on essaie de faire quelque chose avec. C'est-à-dire, on appelle, et notre appel, par ailleurs, c'est un appel qui parle de l'avenir de tout le monde, des Israéliens et des Palestiniens.
on n'est pas, c'est-à-dire moi, en général, quand il y a la définition des pro-israéliens, pro-palestiniens, et qu'on me présente comme pro-palestinien, je me suis dit, il n'y a pas, pour moi, j'oppose à cette définition, parce que Israël-Palestine, c'est pas un match de foot. Vous voyez, un match de foot, il y a des équipes, il y a des supporters, c'est-à-dire il y a des pro-israéliens et des pro-palestiniens. Alors, il faut qu'on choisisse, nous sommes des supporters de quelle équipe, et on fait une guerre sur les réseaux sociaux. Alors, Israël-Palestine, c'est pas de tous les cas, c'est-à-dire c'est un espace où à la fin, il n'y a pas de gagnants et de perdants. C'est-à-dire, soit tout le monde gagne, et le résultat, c'est une vie ensemble. Après, on peut voir comment. Soit tout le monde perd, ce qui se passe en ce moment, parce qu'Israël est dans un schéma suicidaire horrible. Alors, nous, on a fait notre appel. On appelle aux sanctions justement pour l'avenir des peuples. Et on essaye de parler avec des parlementaires, avec des dirigeants. On était reçus au ministère des Affaires étrangères. Et c'est qu'on voit l'idée propre de faire des sanctions, parce que nous, on a parlé de toutes sanctions possibles, c'est-à-dire en sachant, en croyant qu'il y a plus de possibilités pour un changement de l'intérieur en Israël à cause des dérives en fait, Israël est devenu un pays d'extrême droite et on est dans la mentalité de vengeance. C'est pas même un cirque de vengeance, c'est vraiment offensive de vengeance pas possible. Alors, on a dit, il faut faire quelque chose, on a besoin de la communauté internationale. Mais dès qu'on fait des rencontres, on voit que ça marche pas. Parce qu'on dit non, mais Israël, c'est pas la Russie, c'est l'Iran, c'est un État démocratique. Et regardez, c'est bon, il y a un mouvement pour la paix. Il faut vraiment aider à cette personne de créer cet changement de l'intérieur. Et moi, c'est un truc qui m'interpelle beaucoup. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'Israël comme État démocratique? C'est d'abord qu'on pense, parce que moi, chaque jour, quand je me réveille le matin, et je regarde, je suis abonné dans un boucle Telegram en arabe du ministère de Santé à Gaza. Alors, chaque matin, on voit combien encore de victimes, combien encore de morts dans la nuit précédente, dans le jour précédent. Alors, et moi, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait nous ici en France? Parce que, comme Nissan est indiqué, je suis israélienne, mais je suis aussi française. C'est-à-dire, j'ai une double responsabilité en tant qu'israélienne et en tant qu'une française. Alors, comment nous, on vit notre vie quotidienne, on boit un café, il fait beau sur la terrasse, et en même temps, on fait rien contre un carnage qui peut être arrêté dans une journée. C'est la France, so, évidemment l'Europe, évidemment la communauté internationale, évidemment les pays arabes différents. Mais la France seule peut l'arrêter une journée avec une position différente. Et ça, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai accepté de venir de parler de trucs qui n'est pas liés directement, parce que, comme Nitzan l'a dit, c'est lié directement au fait qu'on fait rien. C'est-à-dire parce qu'on croit qu'Israël est démocratie. En fait, j'ai beaucoup de chiffres de tout ce qui, mais j'imagine que vous connaissez les chiffres des victimes à Gaza et l'État en général. Alors, je vais pas parler et trop de ça. J'imagine aussi que vous savez ce qui se passe en Cisjordanie et Jenin et tout le Karem, les déplacements, les morts de population. Et tout ça, j'imagine que vous savez aussi que c'est très dur aujourd'hui pour les Palestiniens citoyens d'Israël, parce que il y a vraiment une chasse aux personnes, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes dans la prison juste pour s'exprimer, pour un tweet. On peut avoir la torture même quand on est citoyen. Et c'est interdit de manifester. Et c'est interdit à manifester, et justement. Alors, évidemment, à côté de ces 50 personnes par jour en moyenne depuis le 18 mars qui se tuent à Gaza, tout le reste, c'est pas si important que ça, mais c'est-à-dire c'est grave. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des citoyens palestiniens d'Israël, c'est déjà grave et justifie les sanctions. Mais après, on parle de l'ampleur
des génocides, des massacres, il est beaucoup plus important. Alors, pourquoi Israël, c'est pas un État, une démocratie? Alors nous, en français, quand on parle d'un État, on pense à quoi? C'est la République. Alors, c'est quoi la République? C'est un collectif des citoyens. Alors, c'est tellement évident pour nous qu'on n'arrive pas à comprendre qu'un État peut être, même vis-à-vis de son propre citoyen, peut être pas démocratique. Alors, ça, je vais y aller, je vais parler des lois, des systèmes, des lois différents, de la discrimination et tout ça. Mais d'abord, je vais parler un petit peu des otages israéliens. Alors, parfois, quand on est catégorisé, on est un peu sensible de ce qui se passe en Israël-Palestine, on est marre. C'est-à-dire, on parle trop d'otages. C'est-à-dire, on ouvre les plateaux télé, personne parle des massacres, personne parle des civils palestiniens, et tout le temps, on parle des otages, des otages, des otages, et on se balade dans Paris, on voit les photos des otages. Il faut préciser, c'est-à-dire les civils entre les otages, ils étaient kidnappés, c'est un crime de guerre, c'est-à-dire et tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire beaucoup de choses qui s'est passé les 7 octobre, c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et moralement, c'est des trucs qui sont pas acceptables, et évidemment. Juste après le 7 octobre, quand Israël a commencé à bombarder Gaza, et j'ai une copine qui m'a écrit, elle m'a dit, est-ce qu'Israël sait où sont les otages? Parce qu'elle, en tant que Française, pas israélienne, elle n'a pas compris comment ça, qu'on bombarde les bandes de Gaza sans savoir où sont les otages. Alors, les otages qui sont sortis de Gaza, et quand il y avait la première cessez-le-feu, mois de novembre, 50 jours après le 7 octobre, la fin de novembre, début décembre 2023, il disait c'était très dur, c'était les horreurs absolues, etc. Mais il était interdit, on leur conseillait de ne pas parler des détails. Après, c'est parce que la grande majorité d'otages, c'est des personnes de quelques kibbutz, alors qui ont toujours des autres membres des familles, des copains, des amis, qui sont toujours en otage à Gaza, qui restaient jusqu'à le 12e accord avec les CLF, etc. Alors, ils n'ont pas trop parlé, mais dès qu'Israël a rempli l'accord de cessez-le-feu qui est achevé en janvier, c'est vraiment, ça a cassé quelque chose chez beaucoup de personnes des otages qui sont retournés en Israël avec les accords. Il y avait une lettre ouverte des otages contre la guerre, et ils ont commencé à parler. Alors, il y a des vidéos, des interviews, encore, il me dit, moi, j'ai un problème des oreilles maintenant, c'était un cauchemar, on nous avait bombardé, on avait l'impression qu'on sera tués, et on sait qu'il avait environ 40 personnes et 40 otages qui étaient tués par les bombardements israéliens. Alors, et pour moi, quand on parle de ça, et en plus de ça, évidemment, c'est-à-dire depuis le 8 octobre, il avait des propositions pour un accord pour échange de prisonniers, c'est-à-dire les civils, et pour rien du tout, Israël a refusé. Sous une pression américaine, au mois de novembre, on a fait un accord où l'échange était pour, on parle pas des personnes rien du tout, mais pour prisonniers palestiniennes qui publiaient justement un tweet et un truc comme ça, pas pour les personnes qui passent des années dans la prison. Et encore une fois, Israël a rempli l'accord le dernier jour, c'est horrible parce que c'est des détails, mais c'est intéressant parce que Hamas, il a dit les derniers jours, écoutez, les familles de Bibas, ils étaient tués,
Alors, on ne peut pas, l'accord, c'était, on libère 10 personnes par jour. Alors, ils disaient, nous, on a que 7 femmes qui restent, 7 femmes civiles. C'est-à-dire parce que d'abord, c'était des civils et après, les soldats. Alors, à la place, soit on peut vous donner les corps de la famille et Bibas, soit, et comme un geste humanitaire et les pères qui restaient vivants, soit on commence une autre catégorie, c'est-à-dire soit la femme soldate, soit les femmes soldates, soit les personnes âgées. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'Israël a refusé. Il avait une rhétorique genre, s'ils ne peuvent pas faire exactement l'accord, mais après, on sait que c'est l'extrême droite au gouvernement israélien qui a, qui a dit il faut complètement arrêter et recommencer l'offensive, le bombardement de Gaza. Alors, de cette femme qui était là, il avait dit qui après été tuée dans le bombardement. Les personnes âgées, ils étaient tous tués, c'est-à-dire peut-être aussi des problèmes de santé, mais c'est-à-dire c'était des personnes qui on a fait un accord pour qu'ils sortent et on a décidé un gouvernement. Alors, imaginez-vous, en France, un truc comme ça. On a des otages, on a un accord, on a dit non, 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 et il faut qu'on arrête. Non, on fait tout ce qu'on peut pour libérer une personne. Même les trucs parfois qui sont pas exactement légaux. On connaît un peu l'histoire des otages et français dans le monde. Donc, ce qui est vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'en même temps, sur toutes les plateaux, on a beaucoup des avocats autoproclamés d'Israël qui disaient juste il faut libérer les otages et tout va bien. Et en plus de ça, en janvier, parce qu'il avait une pression internationale, c'était vraiment un ultimatum de Trump, on a fait un accord, c'est le fait, qui normalement avec trois phases, qui la dernière phase de cet accord, c'était le renouvellement de la reconstruction de Gaza. C'est-à-dire, c'était l'arrêt des guerres complètement. Pas cette feu temporaire. Et cette histoire-là, c'est-à-dire, on a déjà signé, c'est-à-dire Israël signé avec Hamas, c'est-à-dire tout était là, et c'est Israël qui a décidé et qui a rempli cet accord également. Alors ça, dans les perspectives de l'État, une démocratie, et ça, ses citoyens, c'est un truc impensable. Évidemment, c'est impensable parce que les plus importantes, c'est pas les plus importants, c'est important, c'est le fait qu'on continue à tuer et raser et vider, etc. Mais même les rapports simples, c'est-à-dire qu'on pense à Israël comme une démocratie. Nitzan, quand elle m'a présenté, là, elle parlait de mon rôle dans les partis Balad. Et Balad, c'est un parti politique en Israël qui considère d'être parti arabe ou parti palestinien parce que la grande majorité des électeurs sont membres de la communauté des citoyens palestiniens et d'Israël. Mais évidemment, c'est pas un parti raciste ni exclusif pour les Palestiniens. Et moi, je suis juif, je sais pas, c'est quoi exactement. Moi, je suis ni pratiquante ni croyante, mais juif quand même. Alors, et j'avais un rôle, j'étais la porte des paroles des partis, je dirigeais les campagnes électorales et j'ai travaillé aussi à la Knesset. Et pourquoi je parle des balades? Parce que balades, c'était un projet, nous on a commencé les débuts des années 90 et c'était grosso modo un parallèle, c'est-à-dire avant l'accord de Oslo à 93, il y avait l'accord de Madrid à 90, c'est-à-dire il avait déjà un processus de paix et quelques intellectuels, et notamment il y a des noms connus comme Azmi Bshara et Jamal Zakhalka, etc. Il avait cette idée-là d'avoir un peu-père, de faire un accord historique où on fait un État juif et un État palestinien. Alors, pourquoi c'est un problème? Pour nous en français, encore une fois, j'ai cherché un peu
dans les dictionnaires. Alors, j'ai trouvé dans un dictionnaire, le dictionnaire des TV Monde, TV5 Monde. Ils ont renseignement des Français, il y a des dictionnaires dedans. Alors, les termes État juif, en fait, c'est un synonyme des États hébreux, État d'Israël, État israélien, Israël, Médinat Israël, République d'Israël. Ok, c'est ça le dictionnaire, il parle des synonymes. C'est-à-dire, alors nous en France, quand on dit État juif, et quand on dit État hébreu, quand on dit Israël, on pense que c'est la même chose. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, l'État juif, c'est pas un truc symbolique, c'est pas un autre nom pour Israël, c'est pas un synonyme. C'est une construction de discrimination. Alors, le projet de Balad, c'était, nous, on ne veut pas un État juif. En hébreu, en arabe, on a parlé de Daulat el-Muatenin, l'hébreu Medinat Ezracher, et État pour les citoyens. Et moi, à chaque fois, quand je suis venu en France, on m'a posé la question, alors, c'est quoi exactement le projet de Balad? J'ai dit, État pour les citoyens, État pour tous les citoyens. Mais personne m'a compris. Parce qu'on ne peut pas comprendre en France qu'il y a un État qui n'est pas pour tous les citoyens. Quand je suis venue, j'ai appris le français, tout ça, jusqu'à maintenant pas 100%, mais j'avance. Et j'ai compris que c'est une faute de ma part de parler d'État pour tous les citoyens. Il faut juste dire le projet de Balad, c'est un projet simple, c'est un projet républicain. En fait, tout ce qu'on veut, c'est que l'État d'Israël soit une république avec l'égalité citoyenne. Après, notre projet, mais c'est une histoire des pensées qui étaient dans certaines gauches israéliennes et palestiniennes depuis même avant Balad. On parle d'égalité citoyenne, n'importe, c'est-à-dire ça peut être un État des États 5, mais ce qui est important, c'est égalité et citoyenne. Alors, quand on parle d'égalité citoyenne, c'est-à-dire le manque d'égalité citoyenne, en fait, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire un État juif, c'est-à-dire que même au niveau d'éducation, santé, budget et urbanisme, il y a toujours un mécanisme qui privilégie les citoyens juifs. Mais ça, sur ça, on peut dire, OK, c'est la politique, et on discrimine aussi les zones rurales et en France, vous voyez. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire, vraiment, on parle des lois différentes, mais avant que je parle de ça, je vais juste mentionner encore quelques trucs qui, normalement, pour nous, c'est la démocratie. C'est-à-dire, constitution. Je ne sais pas si vous savez, mais en Israël, on n'a pas une constitution. Bon, c'est un sujet d'intervention à part, mais il n'y a pas une constitution en Israël. Et frontières extérieures. Encore une fois, un séminaire à part, il faut m'inviter encore. Enfin, mais pourquoi on n'a pas de frontières légales? On n'a pas. C'est-à-dire, sauf avec l'Égypte, c'est-à-dire, on n'a pas. Après, la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire tous les mécanismes démocratiques qui existent, même aux États-Unis, c'est pour ça que Trump, il peut pas faire n'importe quoi, presque n'existe pas en Israël. C'est-à-dire, on a la cour, la haute cour de justice qui est la même. On n'a pas, par exemple, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, c'est le même institut. On n'a pas des chambres des parlements. On n'a qu'une chambre et la Knesset. Le gouvernement contrôle la Knesset. On n'a pas une vraie séparation des pouvoirs, etc. Après, il y a des choses bêtes qui sont pas bêtes quand ça concerne les personnes. On n'a pas un mariage civil en Israël. C'est-à-dire, en Israël, tu as le droit de se marier qui est avec une personne de l'autre sexe et qui est des mariages religieux. C'est-à-dire, si tu es, c'est-à-dire le mariage cross religieux, le mariage homosexuel, il est interdit. On ne peut pas se marier. Alors, on fait comment?
on s'est marié ailleurs, dans des autres pays, et après des combats juridiques, etc., et le mariage devient légal. Mais tu peux pas être marié et si tu es pas reconnu par les autorités religieuses comme un juif, par exemple, même si tu es venu en Israël en tant que juif, mais parfois pas juif orthodoxe, alors tu peux pas te marier en Israël. Alors et ça est pareil pour le mariage des mêmes sexes, etc. Le plus important, les divorces. On peut pas, c'est-à-dire les divorces juif, il est pas, c'est-à-dire il est possible, c'est pas comme chez les cathos, mais c'est plus compliqué que chez les musulmans. Et tout ça, même tu t'es pas marié en Israël, et il faut que tu divorces chez les autorités rabbiniques. Et on a des femmes qui pendant 20 ans ne peuvent pas se divorcer, etc., parce qu'on n'a pas de divorce civil. Démocratie, vous voyez. Alors, on a beaucoup, bon, j'arrête avec la liste, etc. Alors ça, c'est quand on parle de ce qu'on pense qui est Israël. Parce que, par exemple, tout à l'heure, j'ai montré à Nitzan et je suis allée dans les sites du ministère des Affaires étrangères. Alors, dans les sites, on donne des informations sur beaucoup de pays dans le monde. Alors, c'est quoi les territoires, combien de kilomètres carrés, c'est quoi la population, etc. Alors, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Israël, quand on compte la surface, c'est la surface d'Israël qui était entre 48 et 67, c'est-à-dire la surface dans la ligne verte, les fameuses lignes vertes qui étaient faites après 48. Alors, on compte cette surface-là et on donne le nombre de personnes, ce qui est vraiment bizarre. On compte dedans les colons, les Israéliens, qui habitent aussi dans les Cisjordanie. Mais la surface, c'est la surface, ok, et la surface d'Israël est dans la ligne verte. Et on a les territoires palestiniens, qui on compte les surfaces de la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais la population, on oublie les colons. Par contre, ce qui est encore bizarre, les chiffres, mais ça c'est compliqué un peu, les chiffres des populations israéliennes, il y a dedans aussi les Palestiniens qui habitent à Jérusalem, et les colons, et les Palestiniens qui habitent à Jérusalem-Est, et les Syriens qui habitent sur le plateau de Golan. C'est-à-dire, c'est vraiment un chiffre, mais personne ne les conteste. C'est-à-dire, c'est les chiffres qu'on voit partout, comme la population israélienne. Et en fait, Juste si tu peux préciser le statut des Palestiniens de Jérusalem. Je vais parler de tout ça. Je vais parler de tout ça. Alors, on a cette impression, c'est-à-dire Israël, État démocratique et blanche, ça c'est un autre mythe, parce que la majorité des Juifs israéliens sont venus du monde arabe. Alors c'est un autre mythe de cette Israël blanche et des personnes qui sont venues d'Europe. Alors on a en Israël, démocratie comme nous, avec laquelle, et c'est pour ça que c'est nos amis, on est solidaire avec eux, il y a cet soutien inconditionnel, et quelque part, sur un île lointain, pour certains, il y a déjà la Palestine. Ce qu'il manque, c'est que la reconnaissance, et après, tout ira bien. Et pour certains, il y a l'occupation et même l'apartheid, parce qu'on dit que c'est le même contrôle, le même régime, et on traite de manière différente la population en Israël et en Palestine. Mais en fait, sur le terrain, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire, comme je viens de vous dire, c'est-à-dire, au niveau de population, d'abord. Et après, sur le terrain, la ligne verte, il n'existe plus parce qu'on a aujourd'hui vers 15 millions de personnes et moitié juifs israéliens qui sont citoyens israéliens. L'autre moitié sont palestiniens qui sont divisés dans sous-catégories. C'est-à-dire, on a des Palestiniens citoyens d'Israël qui peuvent voter aux élections, mais contre lesquels
on vient de parler de ça, il y a beaucoup de mécanismes discriminatoires. On a des Palestiniens qui habitent à Jérusalem-Est, qu'il s'agit de presque, je pense, 300 000 personnes environ, et 250, non, désolé. 260 Oui, à peu oui, près. c'est un truc comme ça. Et alors, en fait, c'est presque 400 maintenant. Et oui, c'est 380 000 personnes aujourd'hui. En fait, Israël, après 67, a annexé Jérusalem. Mais encore une fois, il y a beaucoup de détails, hein, c'est très complexe, Israël-Palestine. Alors, on a annexé toutes les zones entre Bethléem et Ramallah. On les annexé à Jérusalem. Jérusalem est devenue comme partie d'Israël. Mais les personnes qui habitent, les Palestiniens de Jérusalem, qui font environ 10% des Palestiniens entre la mer et les Jourdains, ils ont un statut de résidence. Alors, statut de résidence, comme en France, tu as tous les droits, sauf le fait qu'on peut enlever le statut assez facilement. Et ça, c'est un problème qui est assez connu, c'est-à-dire le fait que si tu quittes le pays pour quelques années pour faire tes études, et si tu as un projet ailleurs, et tu perds complètement tes droits dans ton pays d'origine où tu es né, tes ancêtres sont nés. Mais cette personne-là, sinon, ils sont discriminés, c'est-à-dire au niveau des budgets, tout ça, quand on compare entre les deux parties des villes et éducation, tout ce qu'on veut. Mais au niveau de la loi, sauf le fait qu'on peut enlever la citoyenneté, et il ne peut pas voter, évidemment, mais les droits sociaux sont acquis, et la sécurité sociale et tout ça, au niveau des droits. Et quand je parle, après on a, je peux parler, c'est juste, je vais mentionner, je vais faire aussi court, mais quand on parle encore une fois entre la Méditerranée et le Jourdain, quand je dis que c'est vraiment un espace où il y a beaucoup de colonies, etc. Aujourd'hui, c'est en fait, c'est un espace qui est très, très morcelé et divisé. On a des centaines de checkpoints, on a les fameux murs de séparation. Mais en fait, il n'y a rien comme séparation entre Israël et la Palestine. C'est-à-dire les murs, ils passent pas sur la ligne verte. En Jérusalem, par exemple, où il avait la ligne verte, c'est-à-dire les frontières historiques entre la Cisjordanie et Israël, aujourd'hui, il y a les tramways qui étaient construits par Alstom, c'est-à-dire par nous, et l'autoroute de Jérusalem. Et dans les autres endroits, alors les murs, ils se séparent suivant des communautés palestiniennes, c'est-à-dire, mais ça crée jamais une séparation. Après, très important, au niveau d'économie, il y a qu'une économie. En fait, il y a une monnaie. On utilise les shekels partout, même à Gaza. C'est-à-dire, c'est Israël qui imprime les billets. Évidemment, l'espace aérien, ça c'est clair, et les hauts territoriaux, c'est-à-dire tout est contrôlé par Israël. Pensez à ça, on a dans tout ce territoire, on a une seule armée légitime. On n'a pas une autre armée. On a le système des douanes, de TVA, c'est un système de douanes de TVA. L'import, l'export, ça, il n'y a pas un port palestinien. C'est-à-dire tout passe par les ports israéliens. Et même les registres des populations, il est israélien, et même maintenant, les bébés qui sont nés à Gaza, ils sont enregistrés, et parce qu'en Israël-Palestine, on a des numéros d'identité. C'est un numéro qui est partout, qui suit partout. C'est le même numéro aux impôts, à la banque, à la sécurité sociale, etc. Et l'autorité qui donne les numéros d'identité, c'est une autorité israélienne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait une histoire tragique d'un père
qui avait des jumeaux et qui est revenu avec l'acte de naissance de l'hôpital. Et dès qu'il est venu à la maison était bombardée. Alors, l'acte de naissance, c'était le logo de l'autorité palestinienne qui, elle, de sa part, pour enregistrer les naissances, les décès et tout ça, elle fait dans le registre de population qui est chez les Israéliens. Alors, c'est vraiment, même ça, et ça fonctionne comme une espèce, et évidemment, quand on a vraiment, on veut avoir la justice, même si on est à Gaza, même maintenant, on fait des recours, on va à la Cour suprême israélienne. Parce que c'est lui qui peut décider et à la fin. Alors, un espace qui contrôle tout, mais par contre, les personnes qui habitent, c'est pas, le problème, c'est pas qui on traite les Palestiniens qui ont des droits différents. En fait, on n'a pas que des régimes de droits et des devoirs. Moi, j'ai compté, je pense, une dizaine. C'est-à-dire, si on a des citoyens juifs israéliens, il y a une loi qui applique. Si on est ce qui s'appelle dans les statistiques israéliennes juifs et d'autres, alors si on a des autres, c'est-à-dire des autres, c'est des personnes qui sont culturellement partie de la communauté hébraïque, je sais pas quoi, qui parlent hébreu, et parfois ils sont venus comme juifs, mais ils sont pas reconnus par les autorités religieuses. Alors on les traite comme des autres, et comme je viens de vous compter, par exemple, au niveau des mariages, ils sont discriminés, ils peuvent pas se marier en Israël, mais après il y a beaucoup d'autres discriminations, par exemple, accès à certains trucs, des trucs un peu qui sont un peu bizarres, qui sont liés au droit des chômages, des jours fériés, mais aussi au niveau si tu quittes le pays, la transmission de la nationalité. On a beaucoup de choses, même quand tu es considéré par tout le monde comme juif, mais dans les registres des populations, parce que ça, c'est un autre truc important pour nous, parce qu'on ne le comprend pas. Mais en Israël, dans les registres des populations, il y a une rubrique religion et une rubrique nationalité qui peut-être, si on aura le temps, on va parler un peu de ça, qui est très, c'est vraiment un truc trop bizarre. Alors, on a un système de loi pour les citoyens juifs israéliens, système de loi pour les juifs pas juifs. Après, on a un autre système de loi pour les citoyens palestiniens d'Israël. Il y a 70 lois qui discriminent les non-juifs, les arabes en Israël. 70 lois. Il y a un ONG qui s'appelle Adala, qui est une partie importante de son travail. Nous, quand on a travaillé à la Knesset, on a identifié beaucoup de lois comme ça et on a fait des propositions de lois pour modifier les lois. En fait, c'était pour démontrer la discrimination dans la loi. Alors, on a dit il faut changer dans la loi les mots juifs. Parfois, c'est pas les mots juifs, c'est les personnes éligibles à la loi de retour, pour pas dire juifs directement. Et parfois, à la place d'autorités d'État, on donne la décision à l'agence juive ou à la Keren Kayemet, c'est-à-dire à l'institution juive. Et nous, on a fait quelques dizaines de propositions de loi qui sont pas passées et qui sont pas, mais pour montrer les doigts, pour montrer le doigt sur cette discrimination est par la loi. Après, on a la minorité druze, qui sont en fait c'est presque comme les autres citoyens palestiniens d'Israël, mais par contre, ils ont le devoir qui est pour les hommes d'aller à l'armée par la loi aussi. Et après, quand il s'agit des Palestiniens, je viens de parler des Palestiniens citoyens et des Palestiniens de Jérusalem, mais les Palestiniens de Cisjordanie, on a 5 statuts différents. C'est-à-dire le système de loi est différent si tu habites dans les zones A, qui c'est la grande ville, si tu habites dans les zones B, c'est autour des grandes villes, si tu habites dans les zones C, qui est
peuplé notamment des colons, mais il y a quand même des communautés palestiniennes qui sont chassées depuis le 7 octobre de manière beaucoup, ça s'aggrave. Et on a, et à Hébron, on a des systèmes de loi, c'est-à-dire Hébron est divisé en HA et HD, et évidemment à Gaza, où tu n'as même pas les droits à vivre. C'est-à-dire, c'est vraiment, même les Palestiniens, c'est-à-dire, c'est un truc. Alors, et c'est pour ça que la notion d'apartheid, c'est pas justement parce qu'il y a une occupation et Israël. C'est vraiment un truc, hein. On croit qu'il y a une séparation, mais en fait, il faut parler d'un truc de 3D. C'est-à-dire avec des routes pour les Palestiniens qui se passent en dessous d'autoroutes qui est pour les Israéliens et les ressources naturelles qu'on donne aux Israéliens. Alors, c'est vraiment très, très compliqué. Moi, je vois que j'ai dépassé largement les 30 minutes, alors j'arrête là. Et peut-être donc on peut commencer avec les questions si vous en avez. Mais je pense que quand même c'est un point important pour comprendre l'histoire de nationalité. Donc je peux juste parler de ça avant les questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on passe au terme nation en français et en France, on pense à la totalité des citoyens français. Et il faut comprendre que en Israël, la nation israélienne n'existe pas. C'est-à-dire cette communauté imaginaire, si j'emprunte le terme de Anderson, qui inclurait tous les citoyens israéliens et juifs et non juifs. Je parle même pas des Palestiniens qui sont pas considérés comme des citoyens, mais ça n'existe pas en Israël. Et comment je peux le prouver, c'est que jusqu'aux années 2000, sur chaque pièce d'identité des citoyens israéliens, il y avait la mention nationalité et il y avait la nationalité juive, arabe, druze, tcherkesse, etc. Et il y a elle, ce qu'elle a dit, c'est jusqu'à aujourd'hui, dans les registres administratifs, ça existe toujours. C'est-à-dire, on distingue clairement pourquoi en 2002, on supprime cette mention. C'est parce que la Cour suprême décide que les Juifs qui ont été convertis de manière non orthodoxe pourront être considérés comme juifs aussi. Et donc, il y aura la mention juive dans leur pièce d'identité. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui est Eli Yishai, donc un ultra-orthodoxe, décide donc de supprimer cette mention juste pour ne pas permettre aux juifs convertis de manière non orthodoxe d'être considérés comme juifs dans leur pièce d'identité. Exactement. Donc, c'est-à-dire, la nation israélienne n'existe pas, donc il y a toute cet imaginaire qui est basé sur ça. Il y a une distinction qui est de base, qui est pas liée, ça c'est très important aussi, qui est pas liée au gouvernement en place. C'est vraiment un système qui existe depuis la fondation de l'État, peu importe s'il s'agit d'un gouvernement de gauche ou de droite ou de centre. D'ailleurs, on oublie très souvent aussi qu'entre 48 et 66, il y avait aussi un régime militaire au sein même de l'État d'Israël, c'est-à-dire les Palestiniens qui arrivent à survivre à la Nakba et qui arrivent à rester quand même dans le territoire israélien, reçoivent le passeport israélien, mais sont soumis tout de suite à un régime militaire jusqu'au 66 qui limite leur droit de mouvement, droit à travailler. Ils doivent rentrer à leur maison le soir à 17h, etc. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que j'insiste sur cette idée de nationalité. C'est juste pour vous dire, parce que parfois, en France, on parle de la loi de la nation, de l'État-nation qui était faite en 2018. Mais en fait, c'est pas commencé avec la loi de la nation. C'est-à-dire, la seule différence avec la vraie différence, c'est le fait que la langue arabe était une langue officielle. Et c'était un héritage des mandats britanniques avant 2018. Mais sur le terrain, on n'a pas pratiqué la langue arabe comme une langue officielle. Alors, il y avait beaucoup de démarches juridiques pour qu'on reconnaisse l'arabe, pour qu'il y aura un peu plus de l'arabe dans l'espace public. C'était réussi, une partie était réussite, et aujourd'hui, on voit, par exemple, dans les transports publics, on utilise l'arabe.
Et la loi nation, elle a dit clairement qu'il y a que l'hébreu, etc. Et il a parlé la nation en général, c'est-à-dire parce que la nation juive, quand on parle, quand Netanyahu il parle des peuples juifs, c'est pas que les juifs qui habitent en Israël, c'est les juifs du monde pour lui, c'est les juifs qui habitaient peut-être il y a des 1000 ans, et c'est les juifs qui vont y habiter dans les, peut-être dans la future. Alors, c'est vraiment, c'est-à-dire les systèmes, c'est-à-dire la définition d'État juif et démocratique était toujours comme ça. C'est-à-dire, et c'est pas exactement comme Netanyahu a dit, c'est pas Netanyahu qui a amené ça. Mais évidemment, quand tu fais une déclaration comme la loi d'État-nation, ça blessait par exemple les Druzes, mais on peut faire une autre intervention sur les Druzes et pourquoi c'est ça tout d'un coup, parce que c'était la première fois que la communauté druze a fait les manifs contre la politique d'État avec la loi d'État-nation. Mais c'est la même chose. Après, pour la nationalité, et la raison pour laquelle je sais pas, parce que c'est tellement compliqué. Et en plus, dans les passeports, c'est écrit quand même nationalité israélienne, nationalité. Dans les anciennes cartes d'identité, mais toujours dans l'état civil de la personne, c'est-à-dire dans les actes de naissance, c'est écrit, quand c'est en anglais, on utilise non, on utilise nationality and citizenship, parce que dans les registres de population, on a aussi la nationalité, c'est-à-dire la citoyenneté, parce que le registre de population, c'est aussi pour les résidences permanentes. C'est pas que pour, c'est-à-dire si tu as état civil, un acte de naissance, c'est même si tu es pas citoyen, on te fait un acte de naissance. Mais alors, c'est devenu tellement, et je ne trouvais pas, mais une fois, il y a quelques années, j'ai trouvé les fichiers des nationalités. Et en fait, dans les registres de population, si tu es, par exemple, tu es venu comme avec ton conjoint français, mais toi, tu n'es pas juif, alors dans les registres de population, c'est écrit nationalité française. Mais après, tu as des personnes avec des nationalités, tu as 130 nationalités différentes qui sont. Alors, vous pouvez dire, même dans les cartes de séjour, quand tu as un carte de séjour, c'est écrit, quand j'avais ma carte de séjour, c'est écrit nationalité israélienne, n'est-ce pas? Mais on parle des citoyens. Alors, c'est écrit nationalité, par exemple, française, ok, parce que tu n'es pas juif. Alors, mais si tu es juif, c'est écrit Léon, nationalité juif. Nationalité juive, pas nationalité israélienne, et citoyenneté israélienne. C'est vraiment, et la religion, c'est vraiment un truc, et c'est-à-dire, avant l'année 90, après, c'est une autre histoire, comment ça est devenu comme ça, très, très longue, et avec beaucoup de modifications, et pendant des années. Mais il y avait un moment qu'on a décidé vraiment c'est qu'un juif orthodoxe sera considéré juif, parce que l'année 50, c'était pas le cas. Mais après, la vague d'immigration des ex-Union soviétique, elle a fait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui portaient les noms juifs, mais qui n'étaient pas reconnus juifs par les autorités. Alors, c'est devenu vraiment un bordel administratif. Il y avait une action civile contre ça. C'est-à-dire, il y avait quelques intellectuels qui demandaient de la Cour suprême la reconnaissance de la nationalité israélienne, et il était rejeté par la Cour. C'était un procès qui a duré quelques années, mais encore, c'est un sujet vraiment, je pense, trop de détails et trop complexe. Donc, à vous, Michel. Sur la notion d'État juif et démocratique, il y a une plaisanterie, une blague tragique, mais une blague qui circule en Israël. Israël, État démocratique pour les Juifs et État juif pour les Arabes. c'est Tibi qui l'a dit. Oui, Qui résume vraiment, enfin plutôt qui symbolise ce que Yael a décrit dans le détail. Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question aussi. Vous avez introduit votre intervention avec justement le fait d'être emprisonné en Israël pour un tweet de soutien à la Palestine,
qu'il n'y ait pas le droit de manifester, mais comme un symptôme de non démocratique. Mais c'est le cas en France aussi. En France, un tweet, si on est quelqu'un de connu, un tweet pas avec les bons mots, on peut être poursuivi pour apologie du terrorisme, au nom de d'un risque de trouble à l'ordre public. Beaucoup de manifestations sont interdites. Donc ma question, c'est quelque chose, enfin, ça se limitait à ça, votre exemple, ou c'est plus profond, plus structurel en Israël, ou c'est comme en France en réalité? Et j'ai une seconde question, je me permets de la poser. C'est mon avis est que si la France et toutes les démocraties libérales d'Europe sont des soutiens inconditionnels à la France, à Israël, c'est parce que c'est la projection la plus proche de ce que sont ces États au Moyen-Orient. Voilà. Euh, et du coup, j'ai une question. Est-ce que justement les régimes des pays arabes soutiens de la cause palestinienne ne causent pas justement de tort dans ce soutien, dans le sens où si ces régimes arabes étaient beaucoup plus libéraux, et ben justement, ça permettrait de sortir de ce discours de seule démocratie du Moyen-Orient pour Israël et justement de mettre en perspective et de trouver d'autres alliés pour la France et justement condamner Israël de toutes ses actions. Voilà, j'ai été un peu long. Et au niveau des... D'abord, c'est pas du tout comme en France, c'est-à-dire, et en France, pour le moment, en fait, les citoyens arabes d'Israël maintenant, tu as l'impression que tu peux pas ouvrir ta bouche. Alors, je sais qu'en France, on a la même, tu vois, avec les Retailleaux et tout ça, on a l'impression qu'on ne peut pas ouvrir notre bouche aussi, on ne peut pas se balader dans la rue. Mais c'est l'ambiance médiatique, tu vois. Jusqu'à maintenant, la grande majorité des personnes qui étaient convoquées à la police, etc., finalement, on a clôturé les plantes sans suite, c'est-à-dire il y a des lois qu'il faut modifier, évidemment, mais on n'arrive pas à 3 heures du matin pour t'arrêter, on te met dans une prison politique avec où on met maintenant les Palestiniens. J'ai pas parlé des morts, je sais pas si vous savez, mais il y avait 80 Palestiniens qui étaient décédés, qui étaient tués dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre. C'est-à-dire, la torture est pas possible. Il avait un rapport excellent de B'Tselem et qui parle de ça. Alors, on t'amène à 3 heures du matin et parfois, c'est pas un tweet, c'est pas apologie du terrorisme, c'est juste, t'as écrit quelque chose sur les enfants de Gaza. Et l'ambiance est devenue vraiment toxique parce que parfois, la personne qui te dénonce, c'est ton collègue de travail qui regarde alors, et moi, je vois, c'est-à-dire autour de moi. Et quand des personnes qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur, comme, par exemple, on a fait notre appel aux sanctions, c'était un appel des citoyens israéliens. Alors évidemment, on aurait pu avoir des dizaines de milliers de citoyens israéliens et palestiniens, citoyens d'Israël, mais ils ne peuvent pas signer. C'est-à-dire, tu as des personnes qui étaient virées, et des médecins qui étaient virés des boulots, mais c'était pour rien du tout. C'est-à-dire, bon, après, c'est encore une fois, nous, on est habitué à, quand même, on a des lois de travail, c'est très compliqué de virer quelqu'un. En Israël, c'est très facile de virer quelqu'un. Alors, dès que tu dis, la personne, il a fait ça, tac, tac, on les vire. Et, et, et c'est vraiment, t'as l'impression que tu es complètement étouffé, que tu peux pas. Et au niveau des manifs, par exemple, la semaine dernière, c'était les jours des Nakba. Ça fait presque 30 ans qu'on fait les jours de Nakba. On fait des manifs qui est complètement pacifique. On, on, on va dans un village qui était détruit à 48. Alors, ce qui est aussi important à savoir, qu'environ 20% des Palestiniens citoyens d'Israël sont des réfugiés qui restaient en Israël. Et il y avait des villages, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire, c'est des personnes qui étaient virées de leur village d'origine et qui ont approprié
leur maison et tout ça, et jusqu'à maintenant, c'était jamais réglé. Faire une courte. Alors, la police a interdit la manifestation, c'est-à-dire c'était interdit d'être, je sais pas, plus que 50 personnes, et c'était interdit, les drapeaux palestiniens étaient interdits, les slogans étaient interdits, et tout ça. Après le 7 octobre, même les manifs qui sont normalement pas interdits, parce que la loi, bon, en Israël, mais c'est encore formant, le problème, c'est qu'on est spécialiste des détails, alors j'arrête pas. En France, on fait une déclaration de manifestation. En Israël, on demande une autorisation. Pas la même chose. C'est pas la même chose comment ça. Alors, oui, on peut interdire en France, mais c'est beaucoup plus rare. Et nous, parce qu'on est tellement, c'est-à-dire la liberté est une devise tellement importante dans notre culture française. Alors, dès qu'il y a une petite introduction, dès qu'il y a une personne qu'on va quitter, pour nous, c'est la fin du monde. En Israël, c'est un système. C'est-à-dire, depuis le 7 octobre, même, alors, si tu fais, ça s'appelle un petit rassemblement, je pense qu'il y a moins que 20% personnes, et qui marche pas, rassemblement, pas au manif, alors, sans mégaphone, un truc comme ça, mais avec un banderole, etc., t'as pas besoin d'une autorisation en Israël. Alors, il avait un moment où il avait des ex-députés, d'ex-députés, quelques maires, et vraiment des personnes âgées, pas mon âge, mes potes, il avait un garde à vue. Il était arrêté par la police. C'est même un truc comme ça, et c'était des ex-députés, des Hadash, des Balad, des maires, etc. Alors, t'as vraiment l'impression que t'as peur. Après, je parle pas des trucs sociétals, c'est-à-dire le fait que les Israéliens juifs boycottent le commerce dans la communauté arabe, et beaucoup c'est-à-dire restos, commerce, etc. On ne les fréquente pas, et je parle pas, c'est-à-dire tout les racismes en quotidien. Alors, moi, je suis pas du tout aveugle, et j'ai peur. Et je pense aussi, quand on parle de la France, le fait qu'on traite comme ça, et, et Israël-Palestine, ça arrive d'un racisme d'État. C'est-à-dire racisme d'État qu'on implique à l'intérieur, parce qu'on a quand même, c'est dans la Constitution, dans la loi internationale, dans la charte de l'Union européenne, il faut qu'on intervienne. C'est les cours internationales qui disaient, qui sont décidés, qui donnaient les ordres qu'il faut, que tous les membres de la communauté internationale interviennent, mais personne les fait. Alors ça s'implique à un racisme d'État, évidemment quotidien en France. Sur le monde arabe, Il faut juste compléter. Ben, c'est très important aussi de comprendre ce que la situation actuelle, ce que la Palestine raconte aussi des États dits libéraux et démocratiques, et ce que ça dit de la situation de la démocratie en France. Et justement, il faut se demander plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État là-bas dit de l'État ici. Et bien sûr que ce qui se passe maintenant, c'est un symptôme. C'est pas pourquoi Israël n'est pas en démocratie, c'est pas parce que les manifestations de la gauche radicale juive qui manifestent qui est très minoritaire et qui manifestent de temps en temps avec des photos des enfants tués à Gaza, et ça c'est autorisé, et quand il y a la même idée, le même appel, les Palestiniens ne peuvent pas manifester. Bien évidemment, c'est pas ça qui montre, c'est pas que ça qui montre qu'Israël n'est pas en démocratie. C'est plutôt le système qui distingue les citoyens palestiniens des citoyens juifs. Donc, par exemple, des lois foncières qui, par exemple, 13% du territoire de l'État est détenu dans les mains des organisations juives, et c'est interdit de vendre ces terres à des citoyens palestiniens. Il y a, par exemple, depuis 2011, mais aussi dans 2018, dans la loi de l'État-nation, l'idée que la construction de communautés uniquement juives, donc purement juives, est une valeur nationale. Donc, ça veut dire déjà beaucoup de choses. Je vois pas en France une loi comme ça qui va passer de manière démocratique, si je peux dire.
Et il y a énormément de lois comme ça qui distinguent, juifs de non-juifs. Et donc, c'est qu'un symptôme, mais aussi un autre exemple, les arrestations. S'il y a un juif qui est arrêté aujourd'hui, disons, s'il y a des juifs qui sont arrêtés dans les manifestations pour la libération des otages, ils ne vont pas être arrêtés de la même manière qu'une Palestinienne qui vient de publier, de partager quelque chose sur Facebook par rapport à la solidarité avec les Palestiniens de Gaza, qui d'ailleurs, 70% des Palestiniens de Gaza sont des réfugiés de la Nakba. Donc, ils ont des familles qui vivent en Israël et qui sont arrêtés de la même manière que les Palestiniens de la Cisjordanie sont arrêtés. Donc, il y a énormément de symptômes du fait que Israël ne peut pas être considéré comme démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est justement le soutien des États, encore une fois, dits libéraux, dits démocratiques, qui soutiennent Israël. Et ça, bon, c'est la question d'après. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état de la démocratie dans ces États? Qu'est-ce que ça dit des Et États-Unis? encore une fois, Nissan, je vais juste, c'est pas l'état démocratique dans cet État, c'est le fait qu'Israël, à la base, n'est pas une démocratie. Oui. C'est-à-dire, c'est pas en disant, c'est une démocratie et regardez, maintenant, il y a un truc qui va pas. Non, l'état de démocratie, je dis dans les États occidentaux, pas en Israël. Oui, Oui, c'est ça. ouais. Alors, pour ta question sur le monde arabe, et évidemment, moi, quand je dis que la France seule peut arrêter les carnages, et je pense la même chose sur l'Égypte, la même chose pour la Jordanie, au moins. C'est-à-dire, c'est des pays qui peuvent arrêter seuls. Évidemment, le monde arabe en général et les Émirats, pareil. C'est-à-dire, on a quelques États, l'Arabie Saoudite, s'ils décident vraiment. Après, évidemment, c'est des régimes, c'est pas des régimes démocratiques. Et malheureusement, c'est-à-dire, je suis convaincu depuis très très longtemps, c'est-à-dire pour vraiment avoir une démocratie en Israël, c'est-à-dire pour avoir une vraie pression, il faut avoir une révolution, il faut que le monde arabe soit démocratique. Mais par ailleurs, en Tunisie, quand même, on a des mariages civils. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même, on a des trucs un peu, mais évidemment, c'est-à-dire, il y a un manque de culture démocratique, mais ça justifie pas. C'est-à-dire, et c'est clair que, par exemple, la vie démocratique en Israël, et pour les Juifs, c'est-à-dire, je reviens à la citation de Michel, elle est beaucoup plus développée que la vie démocratique dans tout le monde arabe. C'est-à-dire, tu as quand même, en tant que Juif, tu as quand même une espèce d'expression qui est beaucoup plus large. Mais encore une fois, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Et c'est clair aussi que c'est un peu, ça aussi, je serais pas la première personne qui l'a dit, c'est-à-dire c'est toutes les intellos arabes, on utilise la Palestine parce qu'on quand on fait une manif pour la Palestine, on ne fait pas une manif contre les régimes au Maroc. Simple. Et pour les alliances, il ne faut pas oublier que la France et l'Arabie Saoudite sont très proches en ce moment. C'est-à-dire la France n'attend pas que les pays arabes deviennent démocratiques pour faire des alliances avec eux. La France et le Qatar, c'est une longue histoire. Moi, j'ai 2 questions très basiques. La première, c'est, vous avez dit qu'Israël n'avait pas de frontières extérieures. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et ma deuxième question, c'est comment Israël fait pour savoir qui est juif ou pas et attribuer cette mention de nationalité juive à quelqu'un? Merci. Alors, pour les frontières, c'est simple. En fait, les frontières d'Israël avec le Liban et avec le Liban, une partie des frontières avec la Jordanie, c'est des frontières qui étaient faites dans un accord, c'est pas dans la loi, dans un accord, l'accord des cessez-le-feu, à 51, je crois. C'est-à-dire après 48. Alors,
après 67, et c'était pareil pour les frontières, et ce qui s'appelle la ligne verte, en fait. C'est le résultat de cet accord. Après 67, on a annexé les Golan, une partie de Jérusalem, et on a occupé les Cisjordanie et Gaza. Alors, toute cette frontière-là, ils ne sont pas reconnus. Quand on a fait les accords d'Oslo, on n'a pas arrivé aux questions de frontières. C'est-à-dire, l'accord d'Oslo, c'était un accord temporaire. L'idée, c'était que pendant 5 ans, on discute les questions des réfugiés, Jérusalem, et colonies, et l'histoire d'eau et des frontières. C'est-à-dire, mais on n'a jamais fait ça. Alors, on n'a pas de frontières, sauf les parties après l'accord de paix avec l'Égypte. Alors, les frontières avec l'Égypte, c'est une frontière vraiment officielle, sauf les parties entre Gaza et Égypte, okay, et de Rafah, et les frontières avec la Jordanie dans le sud. C'est-à-dire, mais les frontières, non, parce que la Cisjordanie est sur le terrain, on a une espèce, comme je viens de dire, pour la question des Juifs. Une question vraiment très compliquée. Alors, normalement, c'est l'autorité religieuse qui le décide. Juif, c'est quelqu'un qui est né en mère juive. C'est ça la définition. Alors, après 48, c'était déclaratif, grosso modo. C'est-à-dire, les personnes qui sont devenues après l'Holocauste, etc., si tu as dit je suis juif, on t'a enregistré comme juif. Religion et nationalité. Okay? Parce qu'on a des rubriques dans l'état civil, et après, c'est un héritage ottoman. C'est une partie du monde arabe aussi dans l'état civil, et on a la religion. C'est pas les millets. Les millets, c'est-à-dire c'est pas que la religion, c'est-à-dire c'est la groupe religieuse ethnique, ou un truc comme ça. Et après, c'est devenu une question beaucoup plus compliquée, parce que dès qu'il avait un représentant, il avait les Bagat Shalit, dès qu'il avait un représentant plus important au parti religieux dans le gouvernement, ils n'ont pas voulu enregistrer des personnes, les enfants, c'est-à-dire il avait un cas très connu, l'année 60, de quelqu'un qui a voulu enregistrer ses enfants, qu'il a fait avec une femme étrangère, j'ai oublié de quelle origine, et l'autorité, le ministre de l'Intérieur, qui était traditionnellement contrôlé, il y avait toujours un ministre juif et religieux, parce qu'en Israël, il y a des partis religieux au gouvernement, et juifs et musulmans, par ailleurs. C'est une autre histoire intéressante. Alors, ils ont refusé d'enregistrer les enfants en tant que juifs. Il n'a pas, bref, après, il avait d'autres décisions de la Cour, etc. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Alors, aujourd'hui, pour vraiment que tu sois juif dans les registres, ça doit être l'autorité rabbinique. Alors, si tu fais ton immigration en Israël, il faut qu'on t'ouvre ton dossier. Parce que pour les Juifs, c'est un autre, en fait, c'est la discrimination entre Juifs et pas Juifs en Israël. Parce que si tu es Juif qui vient de n'importe quel endroit, tu peux faire ta demande d'Alia. Et quand tu fais ta demande d'Alia, il faut que tu amènes les documents des autorités religieuses. Alors, et parfois, évidemment, quand il y avait une vague énorme de 1 million de personnes qui sont venues de l'ex-Union soviétique, il avait beaucoup de faux documents, évidemment. C'est-à-dire, mais il faut que tu amènes les documents des mariages des grands-parents, les trucs des synagogues et tout ça pour être reconnu juif. Mais la loi s'applique, parce que quand on a fait la loi de retour en Israël, on a dit les nazis, ils font les Nuremberg, pas contre les juifs, mais aussi pour les enfants et les petits-enfants des juifs. Alors nous, il faut qu'on donne les mêmes droits. Alors, tu amènes les documents de tes grands-parents, alors tu deviens éligible à la loi de retour, mais tu n'es pas reconnu comme juif. Compliqué. Alors, déconverti, si tu es converti, c'est que quand tu es converti dans un tribunal juif orthodoxe, on te considère comme juif en Israël. Après, socialement, au niveau de la société, tu parles hébreu,
même quand ton père est juif, parfois, c'est pas si important que ça, mais un jour, tu veux se marier. Après, il y a des trucs vraiment hallucinants. Dans l'armée, on fait la conversion. En fait, quand il y a des soldats qui sont pas juifs, mais juifs culturellement, on leur propose de faire un programme de conversion à l'armée. Et c'est un truc que quand on pense comme ça, c'est l'armée qui le fait. C'est-à-dire, et ce qui est important quand on parle de la loi des retours, et on parle évidemment les droits de détour qui est réclamé par les Palestiniens et les réfugiés des Nakba de 48. Alors, en fait, en Israël, la loi des retours, c'est la seule manière d'avoir la citoyenneté en Israël. Sinon, ça doit être un décret, mais vraiment, on n'a pas vraiment un schéma légal pour obtenir la citoyenneté. Et ça, c'est encore un truc qui, pour nous, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire, et on a une immigration de travail assez importante en Israël. On a quelques centaines de milliers de personnes et qui travaillent de manière légale. Mais ces personnes-là, ils ont un genre de statut, mais ils n'ont pas un vrai statut de résidence. C'est-à-dire, ils peuvent pas, ils n'ont pas les mêmes systèmes de sécurité sociale, mais en fait, ils n'ont même pas les droits d'avoir des enfants. C'est-à-dire, en fait, c'est le même système qu'on a dans les pays arabes, c'est-à-dire les pays des Golfe, Arabie Saoudite, etc., pour les travailleurs qui arrivent de l'Asie, des mêmes pays, et grosso modo. Et tu peux pas, c'est-à-dire, en France, moi, je suis arrivée et j'étais immigrée de travail. C'est-à-dire, j'ai eu un permis de travail. Après 5 ans, ça a devenu une résidence permanente. J'ai eu la résidence permanente avec tous les droits sociaux, etc., sauf les élections et les passeports. Et après, j'ai fait la demande de la naturalisation. En Israël, on n'a pas un chemin comme ça. C'est-à-dire, le seul chemin qu'on a, c'est si tu es juif et tu demandes la nationalité dans le cadre de la loi de retour. Alors ça, par contre, c'était ça les recours dont tu as parlé. Maintenant, dans certains cas, même si la conversion n'est pas orthodoxe, tu peux être éligible à la loi de retour. Mais c'est toujours un combat et c'est très compliqué. Et juste, d'ailleurs, le fait qu'on considère juifs que ceux, les juifs donc, qui sont pas nés d'une mère juive, mais qui se sont convertis, le fait qu'on se considère des juifs que ceux qui sont convertis de manière ultra-orthodoxe, ça crée énormément de problèmes avec les juifs américains, qui eux, vraiment, la plupart sont des libéraux, des juifs libéraux ou réformistes. Et là, je vous recommande le livre de Sipel, L'État d'Israël contre les juifs, qui raconte aussi. Alors, il y a des personnes qui demandent en ligne, est-ce que les Palestiniens des territoires occupés ont un passeport palestinien ou israélien? S'il est israélien, est-ce qu'il y a des mentions particulières? Et sous quel régime les Palestiniens d'Israël peuvent se marier? Alors, les Palestiniens et les Palestiniens qui ne sont pas citoyens d'Israël, ils ont un passeport palestinien. Okay? Et pas un passeport israélien, sauf les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui normalement pour voyager, il y a toujours une partie qui a un passeport jordanien, mais c'est vraiment trop de détails. Et on a une partie qui ont les CPC israéliens, c'est-à-dire des documents de voyage qui ne sont pas un passeport avec un système qui existe partout. Alors, les mariages, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est les cours religieux, c'est-à-dire c'est les prêtres, les musulmans, chrétiens, etc. Mais le système est construit en manière, alors même si tu es palestinien chrétien, pour se marier, tu as besoin, et toi tu es catholique, tu ne peux pas se marier avec un orthodoxe. Alors, légalement en Israël. Alors, des Palestiniens, alors ce qu'ils ont fait, normalement, soit on fait comme beaucoup, on va à Chypre, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui se marient en Chypre, il y a beaucoup de Libanais, et des Égyptiens aussi, même en Égypte. Tu ne peux pas se marier si tu n'es pas dans la même
si tu partages pas la même religion. Alors, à Chypre, en fait, c'est un centre de mariage interreligieuses et interreligieux pour beaucoup de personnes du Moyen-Orient. Alors, mais tu as des personnes qui se convertissent des catholiques à la orthodoxie, qui deviennent chrétiens orthodoxes, et parce que les conjoints et les chrétiens orthodoxes aussi pour divorcer. Parce que les orthodoxes, ils peuvent divorcer et les catholiques, ils ne peuvent pas divorcer. Mais alors, c'est les prêtres, juifs, etc. Il y a les tribunaux, et tu as des tribunaux différents pour chaque religion, et c'est eux qui font tout ce qu'il y a mariage, divorce, etc. Mais aussi, mais c'est un autre sujet. J'ai une copine qui a écrit sa thèse, Arin Hawari, sur les tribunaux de religion, parce qu'il y a toutes les questions des droits de divorce, garde des enfants, etc., qui pendant des années étaient aussi contrôlés par ces tribunaux religieux. Et maintenant, en fait, c'est un système un peu bizarre. C'est la première qui court. C'est-à-dire, tu te divorces. Alors, si tu es un homme, tu ouvres un dossier dans les tribunaux religieux. Si tu es une femme, tu peux ouvrir aussi, il y a des tribunaux de famille. Alors, tu cours, tu ouvres un dossier dans le tribunal de famille. La personne qui a couru le plus vite, c'est lui qui gagne au niveau des droits. Alors, il y a une autre question. Comment la France seule ou l'Égypte ou encore la Jordanie seule peuvent arrêter le carnage si les États-Unis continuent à fournir des armes? L'arme, c'est important. Évidemment, on veut qu'il y ait embargo total et d'armement en Israël. Mais en fait, imaginons un scénario. La France dit, nous, on n'accepte pas ça. Dès demain, ça y est, pas de vol, pas d'échange commercial, pas de programmes culturels en commun. Et on n'accepte pas. Pas jusqu'à la fin de l'occupation, ok? Pas comme la Syrie, pas jusqu'à qu'ils vous arrêtez. Israël va l'arrêter. On peut pas. Et Israël, la première partenaire commercial d'Israël, c'est l'Union européenne. C'est-à-dire, pour les Israéliens, on a très, très peu de liens avec les pays mitoyens. C'est-à-dire, pour respirer, pour des vacances, pour des études, on coupe. Ce qu'on a fait, c'est les sanctions. Alors, moi, ce que je propose, c'est pas les mêmes systèmes de sanctions comme la Russie et l'Iran, pas tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant. C'est-à-dire, on dit, dès demain, on n'accepte pas, on arrête tout. On répatrie notre ambassadeur et l'équipe, etc. On arrête tout justement pour qu'ils vous arrêtez. Et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens israéliens, même des citoyens israéliens juifs, qui sont derrière, qui sont contents à la fin, parce qu'on comprend qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, pareil, évidemment, ça, j'espère bien. Moi, j'espère bien que les Israéliens arrêtent sans sanction. Je suis pas pour effacer l'existence des Israéliens qui habitent entre la Méditerranée et le Jourdain. Au contraire, tout ce que je fais, c'est pour assurer l'avenir de tout le monde entre la Méditerranée et la Jourdain. Et alors, les pays arabes, ils ont une vraie armée. On parle toujours Hamas. Non, Hamas, ils ont rien. Sur les pays arabes, ils ont des avions de chasse, ils ont des chars, c'est-à-dire, ils ont des armées très, très puissantes. Alors, s'ils annulent les accords de paix, s'ils peuvent suspendre les accords de paix, alors, c'est énorme. C'est-à-dire, et même si un pays, c'est pour ça que je parlais de l'Égypte et la Jordanie, parce que les deux pays ont un accord de paix avec Israël, et encore une fois, on n'a rien fait vraiment sur le terrain, et je parle pas des coopérations militaires, coopérations au niveau des services de renseignement, etc. C'est des pays forts. Hein. Cette question, c'est aussi celle que je voulais poser, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Allez, faisons ça. Nous, la France, on arrête tout. C'est ce que vous dites. On rompt donc toute relation avec Israël. C'est ça, hein?
Oui, oui, mais commerciales, diplomatiques, culturelles. soit, même pas, je pense pas on n'a pas besoin de les faire. On dit, on déclare. On dit qu'on va le faire. On dit qu'on va les faire si on n'arrête pas les carnages. Oui. Et vous pensez que, supposez qu'on le fasse, imaginez, qu'est-ce que feraient, par exemple, les pays arabes? Comme je viens de dire, imaginons qu'on fasse un truc coordonné à la place de dire on va faire un mois de juin avec l'Arabie Saoudite, un genre d'accord qu'on va parler peut-être d'État palestinien un jour, etc. À la place, on dit ensemble. Tu vois, si vous arrêtez pas d'ici 3 jours, on arrête complètement les relations, on va suspendre les accords de paix. Je pense qu'il il aura un effet. C'est tellement extraordinaire ce que vous dites. Enfin, ce serait tellement merveilleux. Et pourquoi on ne fait pas ça? C'est par notre solidarité avec Israël, c'est ça? Moi, je pense qu'il part notre bêtisme, parce qu'une vraie solidarité avec Israël, une vraie solidarité avec les citoyens israéliens, c'est d'arrêter tout ça. Je pense c'est justement, c'est ça les sujets de mon intervention aujourd'hui. On est dans une illusion, on comprend pas. Et moi, personnellement, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a fait tout ça. Comment ça qu'il y a encore une fois 50 personnes par jour? Comment on voit les enfants qui se brûlent comme ça? Comment on détruit, on continue de les faire? C'est contre l'intérêt de tout le monde. Il y a personne qui va gagner de ça. Personne. Moi, ma question, c'est les prisonniers politiques. Et M. Barghouti, qui est toujours emprisonné, et si on le lâchait, je pense que ce serait aussi un début de solution. Bon, merci Sabira. Et moi, j'ai beaucoup de copines et de copains dans le public. Et en fait, j'ai les chiffres, j'ai bien ressorti. Je pense que maintenant, on a presque 18 000 prisonniers. Et des Cisjordaniens Gaza. Et on a 80, comme je viens de dire, il y a 80 prisonniers qui étaient torturés et qui étaient tués dans la prison. C'est-à-dire, on a maintenant les conditions sont, on a la gale dans la prison, mais vraiment de manière grave. On a des trucs intestinaux, on a des maladies et si vous intéressez, il y avait un article retouchant d'un ami, Jonathan Paula, qui a écrit sur un copain, lui, qui est palestinien de Cisjordanie, qui est arrêté, qui a perdu 30 kilos dans la prison. Alors, l'histoire des morts qui sont, chaque semaine, c'est encore un décès. Et les conditions sont horribles. Et en plus, comme on vient de dire, on a des Palestiniens, pendant ces milliers et milliers de Palestiniens, il y a très peu de personnes qui étaient vraiment condamnées. Alors, l'histoire de Marwan Barghouti est intéressante parce que lui, il était condamné. Alors, il était condamné, on lui dit qu'il y a, j'ai oublié les nombres de morts qui sont attribués à Marwan el-Barghouti. Mais en fait, Marwan el-Barghouti, je pense qu'il y a que 300 personnes. C'est l'ordre des chiffres, okay, qui étaient condamnées pour un meurtre. Mais même ces personnes-là qui sont condamnées pour le meurtre, la grande majorité, ils ne sont pas tués eux-mêmes. Parce qu'en fait, on a attribué un édit parce que Barghouti, à l'époque, c'était un responsable des Fatah. Il avait des personnes des Fatah qui faisaient partie des Intifada. Alors, on a attribué les victimes israéliennes à cette personne-là. Alors, évidemment, quelqu'un comme Barghouti, il peut potentiellement être un leader important, mais on ne sait pas. Hein. C'est-à-dire, ça fait très longtemps qu'il est dans la prison. Il est toujours en statut, qu'on fait les sondages, etc., très important. Mais il faut d'abord qu'il sorte et j'espère qu'on veut. Bon, moi, en l'occurrence, j'ai eu l'honneur de connaître en personne. Et je me souviens, la procédure, le procès, il avait lieu dans les tribunaux de Tel Aviv, bizarrement, parce que normalement, c'est dans les cours militaires. J'y étais. Bon, c'est vraiment, ça fait 24 ans qu'il est dans la prison. C'est énorme. Lui, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui a tué.
C'est-à-dire, parce quand on parle, on dit, les prisonniers qui faisaient les crimes, les terroristes, etc. On a très peu de personnes dans les prisons israéliennes qui sont tuées avec leurs propres mains. Après, il y a évidemment des personnes qui étaient arrêtées le 7 octobre. Mais je parle d'avant. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 30 ans, la grande majorité des victimes, c'est soit des attentats suicidaires, alors le tueur se suicide, soit on tue, ça est devenu la norme aussi en France malheureusement, on tue la personne avant le procès. Alors dès que quelqu'un est dans la rue avec un couteau, dès que quelqu'un tue, on lui tue directement. Alors c'est pour ça qu'il y a très, très peu de personnes qui vraiment tuaient avec leurs propres mains dans la prison. Alors, une dernière question assez rapide. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la manifestation organisée par des Israéliens avec les portraits d'enfants gazaouis tués? Écoute, moi je pense que c'est quand je suis là-bas, si j'étais là-bas maintenant, j'irais. C'est important. Mais c'était interdit par la police. C'est-à-dire, quand on a demandé de faire un peu plus comme ça, c'était compliqué. Mais il faut toujours savoir que c'est très, 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 très minoritaire. C'est-à-dire, c'est nos copains, c'est les personnes qui ont signé notre appel pour des sanctions en Israël, pas tout le monde. C'est-à-dire, il y a des personnes encore qui croient qu'il y a une possibilité d'un changement de l'intérieur. Personnellement, ça fait 20 ans que je ne crois plus. C'est-à-dire, je pense pas, et moi, je milite depuis l'âge de 12 ans. C'était il y a très, très longtemps. Et on milite, j'ai appris l'arabe, je suis arabophone, et on a fait la traduction de la littérature arabe vers l'hébreu. On a fait beaucoup, beaucoup de projets politiques qui a parlé d'égalité citoyenne, des manifs partout, c'est-à-dire un manif dans la Cisjordanie, et pour les prisonniers, on a fait des combats pour les prisonniers politiques. Et en fait, ça s'aggrave, ça s'aggrave, et la société israélienne, et particulièrement la jeunesse, devient plus et plus raciste. Les idées de la suprématie juive sont vraiment devenues une partie de ce truc-là. Alors, c'est pour ça que, oui, quand tu es là, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, si tu arrives, et en plus, c'est pas facile, hein, les violences policières. Nous, on parle ici des violences policières, mais c'est vraiment rien à voir, encore une fois. C'est-à-dire et alors, c'est des personnes très, très courageuses qui font des trucs importants. C'est ton devoir quand tu es sur le terrain. Mais malheureusement, je vois pas comment on peut avoir beaucoup d'impact avec cette manifestation. C'est une question, elle concerne la société israélienne. Si vous pouvez résumer les principaux facteurs de division et au sein de la société israélienne et sur quels critères se structurent ces divisions. Division politique, division. Un peu tout. Je sais par exemple qu'il y a les ultra-orthodoxes qui veulent élargir le territoire. Il y a les Israéliens qui sont contre la réforme judiciaire, etc. Et la deuxième question, selon vous, comment cette situation pourrait évoluer concrètement dans les mois et les années à venir au niveau de la société israélienne, mais aussi au niveau des relations avec les Palestiniens et avec les pays de la région, au niveau de la paix, de la démocratie, de la justice. Voilà. Bon, c'est une dernière question qui a besoin d'une nouvelle intervention. Je vais parler juste brièvement, ok? Et en Israël, il faut juste, on peut dire, une fenêtre intéressante, c'est le système d'éducation en Israël. Okay? En Israël, on a des écoles, systèmes d'éducation différents, étatiques, ok? Privés et étatiques, mais c'est des courants. On a, pour les Palestiniens, citoyens d'Israël, Palestiniens de Jérusalem, c'est un autre système. Et chez les Juifs, on a un système d'éducation ultra-orthodoxe qui a dedans quelques courants. On a un système d'éducation religieuse étatique, ce qui s'appelle les religions nationaux.
c'est-à-dire les courants religion nationale, et on a un système, et ça j'ai fait simple, hein, et laïque, okay? Il s'appelle laïque, qui est pas du tout laïque à la française, c'est-à-dire Plutôt étatique. étatique. Non, mais il s'appelle Chiloni, en Israël, on dit Mamlarti. Mais alors d'abord, et ça, c'est aussi, c'est pas exactement comme ça, mais on a la même chose au niveau des partis politiques. Alors, on a d'abord les partis politiques ultra-orthodoxes. Il y a 12 ans, j'ai écrit un truc pour le monde diplomatique, c'est toujours dans l'archive, sur les juifs ultra-orthodoxes en Israël. C'est très, très intéressant. Alors, je vous invite de les chercher. Un grand, il faut que je dise qu'il c'était, historiquement, il était antisioniste, au degré qu'ils n'ont pas accepté jusqu'il n'y a pas très longtemps d'être ministre d'un gouvernement, mais il était toujours genre ministre en joie ou un truc comme ça pour éviter la responsabilité parce que c'est venu vraiment des antisionisme profond, qui revient maintenant avec le refus d'aller à l'armée parce que il était un peu laissé tranquille au niveau de l'armée, mais maintenant on a besoin des soldats et ils vont pas faire l'armée, alors c'est vraiment, mais c'est un sujet très très vaste. Mais malheureusement, et dans les dernières années, il devient les publics, pas forcément les rabbins et les personnels politiques, devient très 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 raciste, anti-arabe et très à droite. Mais c'est vraiment un sujet compliqué et très long. Après, les religions nationalistes, c'est les courants deviennent des colonnes idéologistes. Parce que parmi les 7700 colonnes, on a beaucoup qui sont là juste parce que c'est moins cher d'y habiter, etc., des ultra-orthodoxes. Il y a même des personnes qui ne comprennent pas qu'ils sont dans les territoires occupés quand ils y habitent. Mais on a un groupe qui est très, très idéologiste, et ça, on connaît très bien, et tout le monde maintenant, c'est Smotrich, Ben Gvir, etc. Mais on a une différence entre les deux. Alors, on a le courant des Smotrich, Orit Struk, etc. Et c'est un courant messianique. C'est eux qui vont, et maintenant c'est un projet déclaré. Ils ne cachent pas. Toutes les masques sont tombés. Ils disent clairement, par exemple, les otages ne nous intéressent pas. Il faut les sacrifier. C'est la grande Israël. Ils disent, il y a un genre, ils parlent d'un miracle. Ils parlent de 7 octobre comme un miracle. Parce que ça nous donne l'occasion de vider Gaza et peut-être après la Cisjordanie, etc. C'est un courant qui est très petit, mais qui a une influence énorme à cause du système et à cause de Netanyahu, etc. Mais les idées, une partie des idées, ils sont partout chez tout le monde. Après, on a Ben Gvir, qui habite, qui lui, les colons d'Hébron, etc. Il vient de la Ligue des défenses juives, Kahana, si vous connaissez. Mais en fait, et lui, il est devenu très, très populaire, mais son public, c'est beaucoup de jeunesse. C'est les mêmes choses qu'on voit partout dans le monde. C'est-à-dire Trump et Bardella, etc. C'est des TikTok, c'est des populismes, c'est des, on parle des étrangers, on parle de nous, et tout est, etc. Mais c'est très dangereux. Alors lui, c'est vraiment, c'est la provocation tout le temps. Mais c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux c'est hyper dangereux partout. Alors, mais on a quand même des personnes qui viennent de cette courant religieux nationaliste, qui sont libéraux. Il y a même des personnes dans la gauche. C'est-à-dire, ils sont pas tous, et il y a toujours un peu des ultra-orthodoxes anti-sionistes et asionistes. C'est-à-dire, c'est pas des groupes fermés. Et après, on a toutes ces personnes-là qu'on croit en France. Ça, c'est les démocrates, les libéraux, les personnes, encore une fois, blanches, et tout ça, qui manifestent contre
les réformes juridiques, contre les gouvernements. Malheureusement, même les familles d'otages, je viens de dire qu'après les 18 mars, on a recommencé de bombarder, il y avait les otages qui sont revenus et les familles d'otages qui sont appelés à arrêter la guerre, arrêter les bombardements, c'est qu'ils font tous les jours. Même eux, ils sont demandés qu'on ne vienne pas à leur manif avec les photos des enfants de Gaza. C'est-à-dire, même cette personne-là qui proteste contre la guerre, c'est contre la guerre parce qu'il faut libérer les otages, parce qu'on bombarde les otages, c'est-à-dire les destins de Gaza n'intéressent pas. Alors, quand il avait quand Trump, il a sorti de son chapeau, on dit comment en français, l'idée qu'on va faire une rivière à Gaza, il avait que 3% de juifs israéliens qui étaient contre les 3%, en disant que c'est pas moral. Alors, c'est ça maintenant la situation en Israël. Alors, on va croire. Moi, j'aimerais bien qu'il y aura une autre situation en Israël. Et j'espère, je crois qu'on va se réveiller un jour. C'est-à-dire parce que c'est aussi les médias, c'est comme en France, mais encore une fois, c'est pas la même échelle. Mais c'est comme en France que les médias, ils font pas leur boulot. C'est-à-dire, les Israéliens, ils voient pas ce qui se passe à Gaza. Ils voient pas. Ils comprennent pas. C'est-à-dire, et même quand ils les voient, on les raconte des histoires différentes. Et après, maintenant, on a quand même, encore une fois, pour des raisons différentes, on a les sondages d'hier, je pense que c'est 56% qui croient parce que Netanyahu, il a dit que la guerre va anticiper, c'est-à-dire qu'on va, alors 56% des Juifs, ils croient que c'est une guerre politique. Il n'y a pas de vraies raisons pour monter les trucs. Mais sinon, on fait presque rien. C'est-à-dire, on n'a pas une vraie, c'est-à-dire l'opposition juive, elle n'est pas une vraie opposition. C'est-à-dire, c'est des généraux, c'est des personnes qui croient qu'il faut éradiquer Hamas, etc. Alors, la seule différence qu'ils vont te dire est non, mais en fait, c'est pas possible. Ça fait 1 an et demi qu'on essaie de faire, qu'on essaie d'éradiquer Hamas. On n'a pas de nouvelles astuces, etc. Et il aura trop de victimes. Et en plus, les otages, parce qu'en fait, c'est ça. Et même maintenant, c'est-à-dire chaque jour, avant-hier, il avait une autre vidéo d'un otage complètement blessé qui a dit, on m'a bombardé, j'étais presque tué. Et on croit que la personne qui était avec lui était tuée encore une fois par les bombardements, comme beaucoup d'autres. Et ça, je reviens parce que il y avait une autre question, mais... À l'avenir. L'avenir. Alors, pour l'avenir, franchement, j'ai beaucoup de choses à dire sur l'histoire des États, confédération et comment on fait. Mais moi, je pense qu'on est très loin de ça, pour beaucoup de raisons. Alors, maintenant, je pense que toute cette genre de discussion, on peut attendre avec tout ça. Alors, je suis pas du tout optimiste. Je vois pas comment il aura, c'est-à-dire, je pense, et ça, c'est très important à dire, c'est-à-dire, parce que, en France, même chez la gauche, moi, j'ai essayé d'échanger avec des responsables LFI, écologistes, etc., en disant, écoutez, la question des reconnaissances, elle n'est pas la plus importante. Parce qu'on a toujours cette illusion, comme qu'il y a déjà Israël et Palestine, qu'il y a une occupation quelque part. Et dès qu'on fait la reconnaissance, tout va arrêter, parce que ça sera reconnu par État, alors il faut arrêter les bombardements. Et il y aura Israël et Palestine. Mais on est très, très loin de ça. Alors, pour moi, il n'y a qu'une priorité. Arrêter les carnets. Arrêter. Et c'est les sanctions pour les faces. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais moi, je suis pas optimiste, hein. Je pense pas qu'on m'écoute à l'Élysée, là. On sait jamais. Je suis d'accord complètement. C'est pas dans les micros, mais on a dit que le Hamas c'est un prétexte. Je suis d'accord que le Hamas c'est un prétexte et pour beaucoup. Bon. Oui, ok. Merci beaucoup pour vos questions et merci Yael.